Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Et bonjour, bienvenue à tous pour un nouvel épisode de Ça discute avec sur Juste Milieu. Et là aujourd'hui c'est le métavers, c'est Christopher Nolan, c'est Inception, on ne sait plus où on est. Alexis Poulain chez Juste Milieu chez Alexis Poulain, on ne sait pas. Avant toute forme de débat, cher Alexis, comment vas-tu? Très bien Rémi, merci de l'invitation, ça va. Merci à toi, la grande famille se réunit, voilà, alors Alexis Poulain, bon, je te présente, paraît-il qu'il y en a encore certains qui te connaissent pas, moi je soupçonne la fake news, mais bon, qu'importe, journaliste indépendant, cofondateur du Monde Moderne, on peut te retrouver maintenant le matin sur YouTube, il y a eu un imbroglio, tu nous en parleras, sombre histoire de Twitch, on y reviendra. Voilà, tu es aujourd'hui une des grandes figures qu'on peut retrouver sur l'internet, qu'on peut retrouver sur Sud Radio, qu'on pouvait retrouver malheureusement sur RT France. On pourra aussi l'évoquer aujourd'hui. Voilà, on est ensemble pendant un peu plus d'une heure, que du plaisir. Et aussi homme de théâtre. Voilà, je le dis, là, je fais une publicité bien volontiers. J'ai eu la chance de te voir sur les planches avec la pièce L'homme qui tua Mouammar Kadhafi. Alors là, j'aimerais critiquer. Vous savez, je suis pas le dernier à être grognon et tout ça. C'est pas parce que tu es là, mais vraiment, pièce très intéressante dans la construction, dans l'idée même. Est-ce que pour ouvrir, voilà, avant qu'on aille sur des sujets peut-être un petit peu plus plombants, qu'on se libère l'esprit, que tu nous donnes quelques mots, que tu nous présentes cette œuvre que tu proposes à ton public. Alors, merci Rémi. Oui, c'est vrai que tu étais venu nous voir sur les bords du Léman. On avait joué en Suisse et là, je fais, c'est la page pub. Donc, L'homme qui tua Mouammar Kadhafi, c'est un spectacle documentaire où on fait un peu du journalisme live, où on explique comment fonctionne la DGSE avec un ancien de la DGSE qui est sur scène. On a des questions du public aussi et puis on raconte un peu la campagne de Nicolas Sarkozy avec le financement possible de cet argent libyen et surtout qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire libyenne en 2011 avec lever le voile sur le métier de l'espionnage, mais aussi sur la géopolitique. Et on joue, alors je sais pas si vous pouvez être là, à Vélizy-Villacoublay, les 2 et les 3 février. Là, c'est jeudi et vendredi 2 et 3 février. Ensuite, vous pourrez nous voir en Belgique aussi. On va être en mars en Belgique, à Guéret également. J'ai pas toutes les dates, mais c'est avec Superama. Donc, généralement, je partage les dates lors de la revue de presse ou sur mes réseaux sociaux. Donc, voilà, il y a de quoi voir. Et puis, ça permet d'échanger aussi après la pièce, de se rencontrer. C'est toujours sympathique. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Et c'est vrai que voilà, on le redit, on peut te retrouver sur YouTube, sur la chaîne du Monde Moderne. N'hésitez pas, les amis. C'est un succès fou. T'as tapé un record. On est le 30 janvier 2023, au moment où on enregistre. Ce matin, il y avait plus de 4000 personnes. Alors, quasiment un record, si j'ai bien compris. C'était un record, oui, 4800 personnes, parce que c'est en direct, en fait, cette revue de presse. On parlera de Twitch tout à l'heure, mais j'avais pris le parti de faire une revue de presse en direct sur Twitch à l'origine. Et puis, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Et on se retrouve sur YouTube et les audiences explosent parce que je pense que les gens ont plus l'habitude, de toute façon, de YouTube. C'est un média, une plateforme qui est plus utilisée. Et ça permet, évidemment, de toucher plus de monde à une heure matinale où, en face, on a les matinales de France Info, de Léa Salamé, et c'est toujours la même chose, les mêmes invités. Donc là, c'est un ton différent, on commente l'actualité exactement comme tu le fais. Alors, je suis peut-être un peu plus trash, hein. Il y a des marionnettes, il y a des chapeaux de dinde, ça part un peu dans tous les sens, mais ça reste factuel, ça reste vraiment sur l'actualité, sur les réformes aujourd'hui, sur la politique franco-française, mais aussi l'international, pour essayer en 1 heure, 1 heure et demie, parfois 2 heures, d'avoir un condensé de ce qui est dans la presse dite mainstream, les médias qui sont propriétaires des capitaines d'industrie qu'on n'a pas le droit d'appeler oligarques en France, et qui sont subventionnés par nos impôts aussi, pour voir comment finalement se fabrique la stature d'un futur présidentiable, quelqu'un qui est tout à fait crédible alors qu'en fait c'est un mythomane. Comment tout ça finalement construit une certaine fabrique du consentement, une certaine visibilité aussi de certains personnages qui ont droit à la parole tandis que d'autres n'ont pas droit à la parole. On a vu bien sûr il y a l'épisode Covid, mais il y a maintenant d'autres épisodes qui font qu'on sait qu'il y a des sujets tabous où on n'a pas le droit d'avoir des positions qui sont les nôtres. C'est-à-dire que le débat, il est systématiquement renié, systématiquement limité par cette façon d'orienter avec le cirque politico-médiatique la parole. Donc voilà, c'est un peu de l'éducation aux médias, un peu beaucoup d'humour aussi parce qu'il faut pas prendre tout ça trop au sérieux. C'est un peu le slogan du monde moderne. Et puis un peu d'infos, surtout beaucoup d'infos pour être informé sans avoir à se taper les JT ou bien les éditorialistes de BFM ou autres.
C'est précisément ce qu'on aime hein, avec toi. C'est pour ça que je suis ravi, honoré de pouvoir te retrouver aujourd'hui sur Juste Milieu et Merci. t'accueillir. Et parce que c'est vrai que, voilà, au-delà effectivement des blagues et t'as raison, l'humour plus que nécessaire, il y a énormément de maîtrise du sujet. Voilà, et c'est ce qu'on aime avec toi aussi, c'est découvrir ces rouages-là, les rouages de ce qui se passe, parce que l'actualité, à travers les petites phrases des uns ou des autres, c'est pas forcément très pertinent. Ce qui est intéressant, c'est d'aller découvrir les rouages. Et en plus de ça, et c'est peut-être là, je t'avoue que tu as hanté quelques-unes de mes nuits avec ce chapeau d'Inde que tu as porté. Je dois reconnaître que j'en dors plus, mais Et regarde, je l'ai. Alors je peux pas. Le président. ah, C'est la figure officielle, hein. C'est la présidentauté. Et donc, quand je porte ce chapeau, c'est que je suis dans un rôle officiel hein, de personnage très sérieux. Voilà. 50 nuances degrés n'a qu'à bien se tenir, je le dis, c'est bluffant, sur le fond comme sur la forme. Et justement, on va commencer aujourd'hui avec un des sujets, la plombe. Ça y est, on s'est bien marré, là, fini la déconnade. Fini. Bon. On va attaquer avec l'un des gros sujets du moment, mais justement, c'est pour ça que je voulais avoir ton éclairage aujourd'hui, cette fameuse réforme des retraites. Alors, tous les jours, on est abreuvé de déclarations plus fantasques les unes que les autres. Hier, dans le Parisien, c'était Darmanin qui nous disait que sa mère était femme de ménage. Hein, ce monsieur quand même qui roule avec une certaine fortune depuis un paquet d'années dans la politique est tout content de brandir sa maman en disant vous avez vu la pauvre, elle va partir à la retraite avec une 400 balles. C'est assez sidérant. Je te laisserai après y revenir si tu le souhaites, mais finalement, derrière tout ça, dans tous ces rouages qu'on évoquait tout à l'heure, c'est quand même la grande question qui se pose. Le plan est presque parfait, tout se déroule depuis ce fameux plan de relance de l'Union européenne, cet argent promis contre quelques mesures à mettre en place, mais promis juré, ça n'est pas une obligation, c'est un conseil. Le plan se déroule sans accroc, non ? Non, le plan se déroule avec accroc et c'est tant mieux. Mais encore une fois, on voit bien qu'il y a un jeu sur le temps long. Pour revenir à Darmanin, bon, il a l'habitude de nous décevoir systématiquement, au-delà des nombreux mythos qu'il a pu faire et des mensonges hein, depuis le Stade de France et avant ça. Il n'y a pas de limite en fait dans l'infâme avec lui. C'est-à-dire que là, il utilise sa mère, 67 ans, femme de ménage, qui travaille encore jusqu'à 67 ans pour avoir une retraite de 1 500 €. Et il dit ça en utilisant sa mère. Moi, ma mère, c'était mon coup de gueule ce matin, enfin un des nombreux coups de gueule dans la revue de presse. À 60 ans, elle a été diagnostiquée avec Parkinson. Si elle avait dû travailler jusqu'à 64 ans, elle aurait quasiment pas eu de vieillesse valide en réalité. Elle est morte depuis. C'est scandaleux en fait. Et elle était instite, donc c'était aussi un métier difficile. Que ces gens-là soient capables de ce genre d'ignominie, d'utiliser leurs parents. Alors généralement, c'est comme disait mon grand-père, hein, c'est Darmanin. Comme disait mon grand-père, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Hein. Et comme disait ma grand-mère, l'eau ça mouille. Pour faire un peu populo avec ses fausses expressions. Là, il fait ça et c'est juste scandaleux. Et en face, alors c'était les journaux du dimanche. Hein, vous aviez donc le Parisien dimanche où c'était Darmanin et puis le journal du dimanche où c'était Bruno Le Maire en couverture pour dire je vais faire la chasse aux dépenses. Mais c'est pas ça qu'on te demande. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qu'est-ce qu'il fait quand il est ministre de l'économie ? Il enterre un rapport déjà qui dénonce les sociétés d'autoroutes en disant que c'est une gabegie sans nom, où là finalement cet argent qui maintenant devrait servir à rembourser la dette, hein, si on n'avait pas privatisé les autoroutes avec l'aide de Bruno Le Maire à l'époque, eh bien l'État serait richissime et on pourrait faire en sorte que les péages n'augmentent pas de 5%. Or les péages vont augmenter, l'inflation est là et rien n'est fait jamais pour les Français. En général, on a affaire à une caste politique qui est là pour les intérêts d'argent, pour les donneurs d'ordre, les milliardaires, les fonds de pension, enfin peu importe. Tu parlais de l'Union européenne. L'Union européenne, effectivement, a fait une recommandation hein, dans le cadre du plan de relance, qui est en fait un droit à l'endettement, hein. C'est pas du tout, c'est de l'argent magique de la BCE, la Banque Centrale Européenne, avec la hausse des taux. Et en gros, c'est rassurons les marchés parce que derrière, on est assis sur 3 000 milliards de dettes. Alors Bruno Le Maire nous a dit, attendez, c'est en mars qu'on aura le chiffre. Hein. Mais l'important, c'est pas le chiffre, c'est qu'on puisse la rembourser, cette dette. Donc on verra si on peut la rembourser. Mais globalement, c'est une chaîne qui permet d'enchaîner les États au desiderata des marchés financiers. L'Union européenne n'est qu'un réceptacle à tous les lobbies de la planète. On l'a vu avec les SMS d'Ursula von der Leyen et d'Albert Bourla. Aucune transparence alors qu'il s'agit là d'une commande publique pour des millions de citoyens européens. Aucune transparence. Il faut voir comment les députés européens ont bataillé pour avoir accès au contrat Pfizer. Ça, c'est un détail en l'occurrence. Mais non, c'est le fonctionnement même des institutions européennes, une opacité au service des lobbies. On a vu ensuite le scandale avec l'argent qatari. Ça, c'est
c'est encore une fois pour botter en touche, pour éviter qu'on revienne au sujet principal. L'argent, la commande publique, d'où vient l'argent et où va-t-il? Et pourquoi ce sont toujours les mêmes qui récupèrent? Et là, que demande l'Europe? Des réformes structurelles, en l'occurrence, en France, la réforme, bien sûr, du système des retraites. Et ça, c'est demandé depuis des années. Alors, ce qui est drôle avec les macronistes, c'est que comme ils sont incohérents, ils appellent ça le en même temps, ils peuvent dire tout et n'importe quoi sur une même réforme qui n'est plus du tout la même. Si vous reprenez la réforme Delevoye, c'était en 2019, Jean-Claude Delevoye, qui est obligé de démissionner parce qu'il avait oublié de mentionner de nombreux métiers et de nombreux postes qu'il avait, donc beaucoup trop de conflits d'intérêts, c'était la retraite à points à l'époque. Donc il se battait pour une retraite à points qui était dans l'intérêt de BlackRock et des fonds de pension qui, eux, veulent mettre la main en fait sur cet argent public pour faire en sorte que l'épargne des Français, l'épargne retraite, leur revienne et donc faire encore davantage d'argent avec l'argent des gens. Là, c'était la retraite à points. Enterrer la retraite à points, à l'époque, Macron disait « hors de question de reculer l'âge de la retraite ». Vous comprenez, si on n'a pas le plein emploi, c'est pas possible. Vous avez toutes les déclarations, j'imagine que tu les as partagées également. Donc vous êtes au courant de ce que disait Macron à l'époque. On parle de 2019, on parle pas de 2010, même pas de 2000, on parle d'hier. Ça y est, c'est changé, on est à point. Non, ce qu'il faut, c'est faire la retraite quand même à la demande de l'Union européenne, évidemment, pour rassurer les marchés financiers, sans quoi on aura la troïka qui nous tombe sur la gueule. Et là, c'est quoi? Ah non, mais oui, c'est 64 ans. Enfin, 64, mais attention, parce qu'il y a des annuités. En réalité, c'est 65, 67, enfin, peu importe. En gros, c'est foutre en l'air les acquis sociaux, les conquis sociaux, avec une contre-réforme antisociale, dont la majorité des Français ne veulent pas. Tout ça pour satisfaire les sphères financières, pour s'assurer finalement que ça fonctionne, parce qu'il faut aller chercher de l'argent, vu que Bruno Le Maire, lui, fait la chasse aux dépenses et ne veut surtout pas taxer les amis milliardaires ou les super profits parce que, en tant que ministre de l'économie, il sait pas ce que c'est qu'un super profit. Donc on est vraiment pris pour des jambons. Et ça se voit. Et la misère de tout ça, c'est que il y a d'abord une mobilisation syndicale qui fonctionne. Plus de 2 millions de personnes dans la rue selon les syndicats, 1 120 000 selon les autorités. Donc c'est dire qu'il y avait vraiment beaucoup de monde le 21 janvier dans la rue. Et le 31 janvier, c'est mardi, on attend, j'espère, une aussi forte mobilisation, mais on voit bien que veut le gouvernement? Jouer la montre, faire en sorte que arrivent les vacances de février et que les grèves deviennent impopulaires, et que les grévistes soient montrés du doigt comme étant ceux qui prennent en otage la population française, etc., etc. Et au final, faire passer une réforme des retraites avec un temps de débat très court, en faisant passer ça dans un projet de loi de finances sur la sécurité sociale et éventuellement avec un 49.3 si jamais ça passait pas, au risque d'avoir une motion de censure, sachant qu'ils sont protégés par les Républicains qui ont dit que de toute façon ils sont pour cette réforme des retraites. Donc on n'est vraiment pas aidé avec une représentation nationale pareille, avec des syndicats qui ont mis du temps à se mettre en ordre de bataille, mais surtout des syndicats comme des politiques qui ne comprennent pas le moment que nous vivons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation possible avec la Macronie. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour négocier. Ils sont là pour appliquer un plan qui n'est pas, même pas le leur, qui n'a rien à voir avec l'intérêt de la nation ou l'intérêt des Français. C'est simplement, il faut faire ça aujourd'hui et maintenant parce que j'en ai l'ordre. Et puis après, j'irai dans le privé. Et donc, il n'y a pas de négociation avec des gens qui n'en ont rien à faire de l'État français ou de la nation française ou de l'intérêt des Français. Tous leurs arguments sont fallacieux. L'idée de dire ce serait pas à l'équilibre. Oui, ce serait éventuellement pas à l'équilibre. Mais quand on est assis sur 3 000 milliards de dettes, excusez-moi, 100 milliards de déficit pour une caisse de retraite à horizon 2050, c'est rien. Rien. Donc, voilà. C'est ce jeu de bonneteau qui est insupportable. Justement, c'est vrai que au-delà de ma tête de Barbapapa, je suis quand même un pessimiste né. Et j'ai du mal, si tu veux, à entrevoir une issue favorable, qu'il y ait, je l'espère, des mobilisations parmi les plus nombreuses possibles, qu'il y ait, j'espère, une opposition qui joue son rôle, tout est possible. Mais finalement, est-ce que tu entrevois, toi, une issue qui permettrait, enfin, qui pousserait, qui obligerait le gouvernement à faire marche arrière, ou est-ce que tous les ressorts sont en place pour que de toute façon ça aboutisse? On parle beaucoup du 49.3, mais désormais c'est le 47.1 qui pointe le bout de son nez. Cet article de la Constitution jamais utilisé sous la 5e qui raccourcit la fenêtre de tir sur 50 jours, c'est-à-dire que tout doit se faire sous 50 jours. Et si, au bout du compte, avec une commission mixte paritaire de 7 députés, 7 sénateurs, il n'y a pas forcément d'issue favorable trouvée, il peut y avoir une ordonnance avec le texte initial, donc sans tous les amendements qui ont été rajoutés. Donc, on a l'impression que, c'est pour ça que je parlais de plans qui se déroulent sans accroc. Est-ce que, rassure-nous, donne-nous de l'optimisme, est-ce que tu entrevois une possibilité de marche arrière? La seule possibilité, c'est face à leur férocité que le peuple montre sa férocité. Et ça ne veut pas dire de la violence, ça veut dire qu'eux sont prêts à aller jusqu'au bout. Ils ne négocient pas, ils sont d'une violence sociale inouïe. Qu'est-ce que doit faire
la population française, si elle est raccord avec ses opinions. Et là, on parle de 70% environ des Français qui sont contre cette réforme des retraites, y compris les femmes qui sont soi-disant les grandes gagnantes de cette réforme. C'est d'aller jusqu'au bout. Et c'est de dire, OK, peut-être que les vacances de février 2023, je les aurai pas. Mais peut-être qu'il faut faire une grève générale. Dans l'intérêt de mes enfants, dans mon intérêt aussi, dans le fait de dire que finalement, c'est pas en votant tous les 5 ans pour un clan de maltraitants qui va dérouler un plan qui n'a rien à voir avec ce que j'ai choisi, parce que il faut voir le motif fallacieux de faire croire qu'Emmanuel Macron a été élu sur ce projet de réforme. Enfin, non, il a été élu contre Marine Le Pen. Et là, il fait croire qu'il a mandat du peuple français, alors qu'en réalité, l'abstention est énorme, qu'il est élu sur rien du tout, que sa légitimité, c'est un bout de chiffon, qu'il va faire cette réforme parce que le peuple français lui a demandé. Mais c'est n'importe quoi. Donc, j'espère que le peuple va être féroce et qu'il va se réveiller et faire, s'il le faut, une grève générale pour dire stop. Parce que face au rouleau compresseur de la Macronie, qui est un écosystème, en fait, des cabinets de conseil, des fonds de pension, de l'Union européenne toute puissante, il n'y a plus d'autre solution, en fait, que de montrer une fin de non-recevoir. Et c'est quoi? C'est d'arrêter, de dire j'arrête. Si je bosse pas, t'es plus rien. Donc, la seule issue, c'est évidemment le clash, mais c'est pas le clash dans la rue, parce que ils sont prêts. Il y a les stocks de lacrymo, il y a les nouveaux blindés qui ont été commandés par Gérald, il y a les compagnies de CRS volantes qui peuvent aller d'un bout à l'autre de la France en moins de 12 heures, et puis on a vu qu'avec les Gilets jaunes, ils sont prêts à mutiler sans avoir à verser une seule larme. Pour eux, c'est normal, il s'agit de l'ordre républicain. Donc, c'est pas dans la rue. Non, c'est dans la démission, dans le rejet total de ce système de maltraitance, dans le fait de dire, je peux m'arrêter moi aussi, tu sais quoi? Et si je m'arrête, t'es rien du tout. Et là, peut-être qu'il y aura un recul. Peut-être pas, hein, ils sont tellement idéologues. Enfin, j'ai jamais vu ça, depuis que je commente la politique, une telle équipe aussi radicalisée, aussi idéologisée par le jargon des cabinets de conseil, hein, par une vision du monde totalement faussée par rapport à ce qu'est la vraie vie, avec un mépris de classe phénoménal. On a vu la dernière sortie d'une députée macroniste sur les aides aux enfants handicapés, qui font ça parce qu'elles veulent leur mercredi. Enfin, c'est proprement scandaleux. Elle s'est excusée, mais c'est pas s'excuser qu'elle devrait, c'est s'enfuir sous terre et disparaître pendant au moins 3 ans. Et je sais pas pourquoi 3 ans, mais moins. Et donc, ces gens-là, en fait, n'en ont rien à foutre de la vie des gens, n'en ont rien à foutre même du bonheur, de qu'est-ce que c'est que la vie. Quand je parlais de la vie en bonne santé, je suis désolé. Oui, peut-être qu'on vit plus longtemps, mais l'espérance de vie en bonne santé, elle a pas augmenté. Elle a même réduit parce qu'il y a de plus en plus de cancers jeunes. Donc, c'est dingue, en fait. Ce qu'on nous propose, sous le terme de progressisme, c'est un moins-disant social terrible avec une qualité de vie dégradée, des services publics dégradés, une vie au travail dégradée, une assurance chômage dégradée, des services sociaux dégradés, et derrière une inflation, un travail qui ne paye pas. C'était l'étincelle des gilets jaunes, hein, le carburant trop cher, les 80 km/h, et puis les fins de mois difficiles. Bon, depuis 2018, les choses ne vont pas mieux. Elles sont pires. Donc, pourquoi ça passerait? Parce qu'il y a de la résignation. Alors je demande aux gens de pas être résignés. Je pense qu'il faut pas, et que ça fait du bien de voir qu'il y a des gens dans la rue. Alors peut-être manifester, évidemment, c'est un prérequis pour montrer qu'il y a du monde. Il y a une pétition aussi à plus de 900 000 signatures quasiment maintenant. Et puis derrière, c'est, s'il le faut, être prêt à faire une grève générale, parce qu'il n'y aura plus que ça pour dire stop et arrêter leur projet. Mais c'est vrai que je bute toujours, et là encore, je suis curieux d'avoir ton éclairage, je bute toujours sur l'argument que tu évoquais tout à l'heure sur Emmanuel Macron qui prend sa réélection de 2022 comme un blanc-seing pour son programme. Et je te rejoins, c'est en plus doublement mensonger dans la mesure où en 2017, il annonçait qu'il ne voulait au contraire surtout pas toucher à l'âge de départ à la retraite. Donc c'est-à-dire que si on considère son argument, s'il a été élu en 2017 sur cette base-là, c'est qu'en 2022, il ne pouvait pas dire l'inverse. Enfin, voilà, tu l'as dit, c'est du en même temps, c'est le crétinisme en costume The Couples. Mais mine de rien, il n'a pas tort. Si j'essaie de me faire l'avocat du diable, et je suis peut-être méchant pour le diable, mine de rien, il n'a pas tort. C'est que cet argument, il s'entend. Emmanuel Macron, démocratiquement, a été réélu. Si on joue, bien sûr, avec les termes, et si on parle de démocratie, alors qu'en réalité, c'est une parodie de démocratie, enfin, c'est une démocratie extrêmement affaiblie, les corps intermédiaires qui sont très faibles, les contre-pouvoirs quasiment inexistants, et puis derrière, une élection où quand même, malgré sa réélection, il n'a pas de majorité absolue. Donc c'est déjà une première baffe. Donc c'est déjà un refus de la part des électeurs français de lui donner carte blanche pour son projet, en réalité. Donc,
malgré le matraquage médiatique, malgré l'orientation du débat, malgré le fait que les gens se disent « Ah oui, qui tu veux mettre à la place ?» finalement, c'est vrai, les institutions lui permettent d'être ce roitelet de pacotille pendant 5 ans et de faire un mal fou à ce pays. Parce qu'aujourd'hui, de quoi a besoin la France ? De concorde, d'un vrai président et pas d'un consultant de McKinsey. Or, Emmanuel Macron, c'est un consultant. Il en a rien à foutre de faire une concorde des Français. Il gouverne pas d'ailleurs. Il voulait emmerder les non-vaccinés. Rappelez-vous, ces mots étaient d'une violence sans nom. C'est inouï en fait. Et donc il divise de manière permanente, perpétuelle, pour être sûr finalement d'asseoir son pouvoir. Et là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Il se cache. Il va recevoir des éditorialistes à déjeuner, en off, pour leur donner sa parole. Et puis, il va prendre la parole en public pour parler du carbone, du réchauffement climatique, comme d'habitude. On n'a pas fait assez. Il faut qu'on continue. Faut qu'on mange notre carbone. Je sais pas comment, mais en gros, voilà. Et sur les droits de l'homme. Sans compter qu'à côté de ça, il se fait bannir son compte TikTok pendant quelques heures, alors que c'est un influenceur énorme sur TikTok, puisqu'il a reçu en plus un groupe de K-pop à l'Élysée pour se prendre en photo avec. Donc, cet influenceur consultant qui, à mes yeux, n'a rien d'un président de la République, n'a pas la légitimité populaire, l'assise populaire, pour amener une telle réforme, qui devrait d'ailleurs engager un référendum. Et les députés de gauche ainsi que Marine Le Pen vont déposer d'ailleurs une demande de référendum qui n'a aucune chance d'aboutir. C'est vous dire l'état de la démocratie. Donc de toute façon, c'est une parodie. Donc les oppositions jouent à s'opposer, les syndicats jouent à faire « nous on veut négocier » avec des gens qui ne veulent pas négocier, et Emmanuel Macron, lui, il joue pas. Il est là pour nous ratatiner, et il le fait avec l'aval de ses donneurs d'ordre, qui sont bien sûr l'Union européenne d'un côté et ses financiers, on les connaît maintenant, McKinsey, BlackRock, tout le CAC 40, la famille Arnault, etc., etc. Là encore, vraiment, je crois que là, je me fais vraiment pessimiste. Je crois que les gens vont finir cette vidéo en écoutant l'intégrale de Grand Corps Malade, mais tant pis, ça relancera les ventes. Là encore, admettons, on est en 2027. Emmanuel Macron, normalement, ne pourra pas se représenter. Espérons-le, il ne nous fera pas une Medvedev en mettant Bruno Le Maire ou quiconque. Là, auquel cas, je demande vraiment l'exil politique. Je sais pas où, mais je le demande parce que là, ça deviendra musclé. Mais admettons, on a ce qu'on appelle un opposant. Ça existe encore en France, espérons-le. Un opposant au même titre que l'Italie a eu une Giorgia Meloni. Là encore, avec une mobilisation médiatique assez sidérante, c'était le retour du fascisme, c'était tous les qualificatifs qu'on a entendus, et pourtant, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, parmi les premiers actes pour se donner une sorte de stature de première ministrable en Italie, Giorgia Meloni va rencontrer les milieux économiques, en disant « mais surtout ne vous inquiétez pas, on touchera à rien, ça va rouler nickel, c'est juste qu'on est un petit peu plus musclé que les autres ». En France, on peut s'attendre au même scénario, et là encore, c'est assez redoutable, quoi. Mais ce qui est redoutable, c'est que c'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu ne passes pas par l'allégeance à la Commission européenne, en disant que absolument nous nous inscrivons dans la suite de ce projet européiste, en disant qu'il n'y a pas d'autre alternative, et que donc nous devons absolument construire cette Europe forte, qui est maintenant une Europe de guerre, puisque l'OTAN demande aux pays européens de rentrer en économie de guerre. Si tu refuses ça, alors t'es un traître. Enfin, déjà, t'as aucune chance. C'est très compliqué. Si en plus tu commences à dire non mais attendez, la dette, c'est quoi cette affaire-là ? Attendez, bon, déjà on est coincé avec la monnaie unique, l'euro, qui, à mon avis, va avoir du mal à survivre dans les 15-20 prochaines années. Et encore, je suis optimiste. Mais c'est pas grave. Mettons que ça survive. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi le projet ? C'est quoi ? C'est qu'on a tous la retraite à 70 ans, qu'on se fait tous la guerre les uns les autres parce que finalement, les décolonisations se feront plus en Chine, mais en Pologne, en Ukraine, nouvellement annexée à l'Europe. Enfin, c'est quoi le plan ? Le plan, c'est encore une fois la compétition économique. C'est pas le fait de faire croire qu'il y a un couple à moteur franco-allemand. Les intérêts des Français et des Allemands divergent. Alors, on s'entend, hein, on fait semblant. On arrive à faire en sorte pour avoir droit au marché américain. Et l'alignement atlantiste de ces dernières années rend les choses encore plus compliquées. C'est-à-dire que là, l'Europe ne sert à rien. C'est une annexe du marché américain et les Européens, pour exporter, ont besoin du marché américain. Et en gros, c'est un vase clos qui est en train de se refermer sur nous, avec en plus le piège de l'énergie. Donc, c'est vraiment quelque chose de terrible. Et quand vous êtes en politique, si vous voulez avoir droit à l'accès médiatique, si vous voulez pouvoir parler, c'est interdit d'utiliser le terme Frexit, c'est interdit même d'utiliser le terme souveraineté. D'ailleurs, Macron parle de souveraineté européenne, j'aimerais savoir ce que c'est, mais bon, dans sa tête, visiblement, c'est un truc clair. Et c'est juste disqualifiant de défendre
l'intérêt national. Et d'ailleurs, on a un président de la République qui disait que lui ne fait pas de politique nationale parce que ce serait contraire au jeu européen. Mais c'est dingue, un président de la République française qui dit qu'il fait pas de politique nationale. C'est proprement dingue, c'est même une trahison. Ben non, ça passe, comme tout d'ailleurs, ça passe. Et c'est les cabinets de conseil anglo-saxons, en plus, qui sont là pour aider les administrations à faire n'importe quoi. C'est terrible. Effectivement, on est coincé, et je vois pas aujourd'hui un sursaut. On voit comment c'est difficile, à la fois quand il y a eu l'opposition de Mélenchon, qui était à ça du deuxième tour, mais même pour une Marine Le Pen qui est au second tour, tout de suite, il y a le mur. Attention, c'est l'extrême droite, non, faut surtout pas voter pour elle. Non, mon Dieu, c'est le mal absolu. Et donc, c'est Macron qui est réélu, qui est, lui, de toute façon, assuré de gagner, peu importe qui est en face de lui, puisqu'à chaque coup, il y aura ce mur médiatique qui fait que les Français votent, les castors, par peur de l'inconnu. Mais qu'est-ce qu'on connaît d'Emmanuel Macron, à part le fait que c'est une stratégie de bordélisation permanente, et c'est certainement pas un Mozart de la finance, et c'est loin d'être un excellent président. Mais c'est pas grave, on vote quand même. Donc il y a une tristesse dans cet appauvrissement démocratique, dans le fait aussi que le débat n'est pas amené à la hauteur, c'est-à-dire que débattre de l'intérêt de la construction européenne, c'est interdit, ça n'existe pas à la télé, à la radio. Il n'y a pas de débat là-dessus. On ne pose pas le prérequis de pourquoi. Non, on est dedans, qu'est-ce qu'on fait? C'est pourquoi on est dedans, pourquoi on en est arrivé là, et c'est quoi la suite? Et excusez-moi, mais je pense qu'il y a un déficit démocratique au niveau européen qui est encore pire que le déficit démocratique à notre niveau national. Et il faudrait qu'on accepte ça. Moi, c'est non. Clairement, c'est non. Mais maintenant, où est le véhicule politique qui permettrait de fédérer ces énergies et de dire on va y aller, puisque dès que vous aurez ça, si vous ne changez pas votre discours sur l'Europe, et on a vu Marine Le Pen changer son discours sur l'Europe ces dernières années, le plan B de Jean-Luc Mélenchon également, c'est-à-dire il faut toujours arriver à dire non mais oui, mais vous inquiétez pas, on fera un truc, vous inquiétez pas. Justement, sur ce que tu dis, j'aime bien l'image du mur médiatique qui est construit face à Marine Le Pen, mais à mon avis, avec un Jean-Luc Mélenchon au second tour, ça aurait été exactement pareil, sauf qu'on aurait plutôt mobilisé Staline que Hitler, mais ça aurait été juste les pages historiques qui changeaient. Mais est-ce que sur ce fameux mur, on n'a pas justement des lézardes qui se voient de plus en plus? Je pense à ce discours médiatique qui, aujourd'hui, a quelque chose de presque religieux, et on l'a vu dans un autre registre très récemment, qui était celui du Covid, où à un moment donné, les éléments médiatiques se multipliaient pour dire aux gens il faut croire au vaccin. Il fallait croire au confinement, croire à l'efficacité des mesures. On est dans le registre de la croyance. Ce siècle est religieux de toute façon. On a vu la montée de toutes les religions, on a vu la façon dont les gens aussi sont poussés vers des dérives sectaires, on a vu même la façon dont Emmanuel Macron se pose en espèce de gourou. Enfin, il y a un côté complètement dingue chez les macronistes aussi, qui ne remettent jamais en cause la parole de leur idole, qui ne peuvent pas voir le moindre mal. Enfin voilà, il y a une vraie dérive sectaire partout. La Startup Nation, qui est aussi une croyance dans ce côté de l'entrepreneuriat, alors qu'en fait tu vends rien, mais t'as de l'argent parce que les investisseurs trouvent que c'est un bon moyen de faire de la thune rapidement avant que tu plies ta boîte. Et c'est ça tout le temps. Sur le débat médiatique, il y a un épisode formidable ces derniers jours, c'est le déjeuner des éditorialistes à l'Élysée, où vous avez tous les éditorialistes, donc France Info, Les Échos, BFM, ils sont tous invités donc à déjeuner en huis clos pour que Macron leur dise bon, il faudrait pas que les responsabilités passent. Et derrière, ils sont dévoilés par Politico et par c'est les médias ou je sais pas quel magazine de France qui parle des médias. Pris la main dans le sac, ils essayent de se dire mais c'est normal de faire ça. Vous avez Jean-Michel Apathy qui fait qu'est-ce que c'est que ça? Mais enfin, si on peut plus déjeuner tranquillement à l'Élysée, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est de la démocratie ça? Oh, alors si ça c'est la démocratie, alors oh là 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 là. Jean-Michel Apathy, t'as l'impression que c'est Guignol quoi. Et donc bon, le mec fait Guignol, t'as Russell Crève qui fait vous savez, c'est les journalistes qui invitent, c'est pas les politiques qui invitent. Puis t'as Yann Barthès, qui était sur le plateau de Yann Barthès, qui fait bah quand même à l'Élysée, fait ah oui mais à l'Élysée. Et donc même là, ils sont à poil, c'est-à-dire qu'ils sont à l'os. Plus personne ne les croit. Ils sont discrédités à jamais, à la fois sur le discours Covid, évidemment, ce qu'on a vu, sur le fait aussi de faire croire qu'ils font de l'info quand ils font en réalité de la propagande politique, pour un camp, la Macronie, puisqu'ils sont toujours du côté du pouvoir, globalement, on va dire. Alors que le journalisme, c'est la critique sociale, c'est ce que j'essaye de faire. Et moi, je pense être plutôt raccord avec ce qu'est le journalisme, n'en déplaise à certains. Et donc, il y a un ras-le-bol total. Donc, il y a un côté, écoute, on les laisse bouffer du homard entre eux, on les prend pas en sérieux. De temps en temps, il y a Jean-Michel Apathy qui nous fait rire. Qu'est-ce que vous voulez, ma bonne dame? Il faut bien me faire rire un peu. Et le reste, on s'en tape, on les écoute plus. Et ils sont en train de perdre complètement la guerre de l'info, parce que même Olivier Véran, qui est porte-parole, qui croit encore à la parole d'Olivier Véran?
Qui? Et c'est une vraie question. Et je pense que plus personne ne croit à la parole d'Olivier Véran. Donc ils peuvent continuer de parler, ils parlent dans le vide en réalité. Nous maintenant, on est là pour aider à faire des fissures hein, dans ce mirage, hein, dans cette hypocrisie, dans ce jeu politico-médiatique de courtisanerie en réalité, et pour expliquer il y a derrière des intérêts d'argent, des intérêts de pouvoir, mais certainement pas l'intérêt commun, l'intérêt général. Et on fait ça, or on a affaire à une guerre de l'audience, et c'est sûr que côté audience, on est loin du compte quand on voit qu'il y a encore 10 millions de Français qui regardent le JT de TF1 ou de France 2 tous les soirs, et quand on voit que bah voilà, il n'y a pas de remise en cause, et quand on voit surtout que bah, les oligarques préfèrent acheter des médias qui sont ensuite subventionnés, même s'il y a très peu d'abonnés. Voilà. Nous, on est encore loin du compte en termes d'audience. Et pourtant, je pense qu'on fait un bon boulot. Ouais, je dis pas ça pour nous congratuler. Je pense que c'est vraiment un boulot nécessaire. Quand on voit les gens, voilà, ils se disent bah, heureusement que vous êtes là parce qu'on n'a pas l'impression d'être fous du coup, quoi. Je te rejoins pleinement et c'est vrai que voilà, il y a ce déficit d'audience après qui à la limite vaut mieux parce que j'ai l'impression que plus l'exposition grandit, plus les attaques se multiplient. On l'évoquait en off, avant le début de l'enregistrement. L'étau se resserre avec voilà ce sommet bientôt là sur les pratiques sectaires, les dérives sectaires qui va se tenir en France. Tu parles aussi à l'échelle de l'Union européenne, c'est ça? Il y a aussi une sorte d'initiative dans ce genre-là contre les fake news et compagnie? Il y a un sommet sur les médias en France également. Il y aura les assises des médias. Hein, voilà, donc l'idée, c'est de labelliser en fait les bons et les méchants médias. Un peu comme ce que font déjà les fact-checkers en gros, mais aller encore plus loin. Il faut voir que au-delà du projet de propagande que je déballais là sur les idocrates, il y a un projet de censure qui est assez terrible. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on est en sursis. Sur ces plateformes qui sont des plateformes en plus américaines pour la plupart, on a un droit limité à la parole. On est très conscient des limites, on essaye de pas dépasser, mais même sans dépasser les limites, on peut se faire débrancher du jour au lendemain. Ça m'est arrivé sur Twitch, c'est-à-dire que j'attends toujours leur explication. Ils ont censuré ma chaîne, c'est-à-dire qu'ils l'ont suspendue de manière indéterminée, voilà, durée indéterminée, parce qu'on n'aurait pas répondu à de multiples avertissements. En 2 ans de stream sur Twitch, on a eu 0 avertissement. 0. Et en une fois, à 19h52, tu reçois un mail en disant « Tiens, ta chaîne est débranchée, tu veux y te connecter, tu peux plus. » Il se barre avec la caisse et c'est fini. Et t'envoies un mail. Et donc là, je travaille avec une avocate. On va essayer de voir comment on peut appeler ça escroquerie, labelliser escroquerie et faire un procès. Ou au moins essayer d'ouvrir les yeux aux gens, de dire « Mais rendez-vous compte ?» des enclos numériques dans lesquels les moutons sont amenés à paître. C'est pas normal, en fait. Où est la liberté de parole? On foule aux pieds la déclaration des droits de l'homme, même la charte européenne des droits de l'homme, où vous avez la liberté d'opinion sur n'importe quel support en réalité. Et j'ai jamais eu autre que des opinions et des faits. Voilà. Mais ça gêne. Il y a un moment où, évidemment, c'est la censure qui prend le pas sur la propagande, quand, justement, comme tu le disais, trop d'audience amène les emmerdes, parce que d'un seul coup, ils se disent « Ah zut, attends, ils vont nous voler notre audience. Oh, faudrait pas qu'ils nous volent. Hey, si Jean-Michel Apathy n'amuse plus les enfants, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, ça va être compliqué. Après, je suis d'accord avec toi, le bilan est complexe et on verra comment ça va évoluer. C'est sûr qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Maintenant, je pense qu'il y a aussi cette lucidité à conserver, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, de toute façon, ont toujours été des plateformes qui étaient détenues par les GAFAM et ou des milliardaires américains aux portées qui étaient plus que discutables. Je prends un Zuckerberg, je veux dire, n'a jamais été un grand défenseur ou un membre un philosophe des Lumières. Et que ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, il y a un rappel à l'ordre. C'est comme sur Elon Musk. Il y a un débat très intéressant avec son rachat de Twitter. On a dit, regardez, Elon Musk se bat pour la liberté d'expression. Elon Musk, c'est aussi quelqu'un qui implante des puces dans des cerveaux de porc en ayant l'idée en tête qu'un jour ce soit dans des humains et qu'il y ait une interface cerveau-machine, quoi. Oui, non, et puis c'est des entreprises. C'est-à-dire que Elon Musk, il sait très bien que si les annonceurs fuient en masse Twitter, il y a pas d'avenir pour ce réseau social. Donc, c'est des entreprises qui doivent être profitables, qui doivent cracher des milliards si possible. Donc, évidemment que, compte tenu de toutes ces données, on sait très bien où on est. Mais même en sachant où on est, il y a quand même une censure qui fait peur. Parce que je faisais rien de mal sur Twitch. Vraiment. J'ai jamais eu d'avertissement. Donc, il y a un truc là qui est pas net. Il y a un truc qui est pas normal. Et je suis pas le seul. Après, j'ai eu d'autres personnes qui m'ont contacté en disant « Ah ouais, c'est vrai, moi aussi, je me suis fait ban, j'ai pas compris, etc. »
Donc il y a un vrai problème de censure, mais même sur YouTube. Moi, je m'étais fait strike une fois, une vidéo enlevée parce que j'avais lu un article du Parisien qui parlait de graphène dans les masques. C'est-à-dire que je lui faisais que lire l'article. En fait, dans les règles de la communauté, il n'y avait pas le droit de dire du mal des masques. Mais je disais pas des mal. C'est-à-dire qu'il y avait des lots qui étaient contaminés. Enfin, c'est dingue. Et donc, tu fais appel, ils en ont rien à foutre. Ils disent, ah ouais, non, mais ouais, c'est pas grave. Ouais, tais-toi. Donc, il y a des abus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, heureusement, d'une certaine façon, Elon Musk a mis un holà en rachetant Twitter, en sortant les Twitter Files, en montrant comment les agences américaines de renseignement travaillent avec Twitter, comment tout ça allait beaucoup trop loin, avec la censure des opposants, avec la censure aussi des voix scientifiques qui n'étaient pas concordantes avec le CDC. C'est important aussi. Donc ce que fait Musk avec Twitter, c'est plutôt salvateur. Et heureusement, ça permet aussi de calmer un peu cet appétit de censure qu'ont les États et les plateformes. Parce que les plateformes, si elles faisaient simplement leur boulot, cracher de l'argent avec les données personnelles, il n'y aurait pas tant de problèmes. Non, c'est que c'est devenu des outils de contrôle et qui travaillent avec les États, main dans la main avec les États. Et d'ailleurs, c'est Marlène Schiappa qui disait lors du premier quinquennat, ah oui, on a ouvert le capot de Facebook avec les patrons de Facebook, c'est super, elle s'en cachait même pas. C'était avant ou après la pause bisous? Avant tout ça, c'était en 2017, avant la loi Avia, quand il commençait à travailler sur la loi Avia, qui était déjà une loi de censure des réseaux sociaux, enfin non, une loi de sécurité, de bannissement des contenus haineux. C'est comme ça que ça s'appelle la censure aujourd'hui. Mais c'est de la censure. On est dans des démocraties libérales, on a des lois qui régissent les publications de presse notamment, qui permettent d'avoir des procès a posteriori, si jamais on dépasse les bornes. On voit Éric Zemmour qui est multi-condamné pour incitation à la haine raciale, etc. Il a le droit de dire ça, il est condamné après. Là, avec la loi Avia, avec ce que veulent faire les États, c'est que la censure est a priori. C'est-à-dire qu'on vous empêche même de le dire. On vous permet même pas de sortir du cadre, même si vous êtes un média, parce que vous êtes sur cette plateforme. Donc là, on est vraiment dans une censure terrible, algorithmique, technologique, qui va au-delà de la censure libérale, qui est légale et qui est normale. Il y a du droit et c'est normal, qui vous empêche même de dire les choses, qui vous censure au moment même où vous les dites ou juste à une heure après, sans procès équitable, sans justice. Si ce n'est, c'est comme ça. Et ça, si la loi évolue, si la société du technocontrôle avance encore davantage, avec toujours cette tyrannie soft, en fait, c'est la tyrannie smile, c'est la tyrannie licorne et arc-en-ciel, ça va bien, c'est cool. T'as le droit de faire ce que tu veux avec ton nombril, tu peux te faire des piercings, tu peux changer de sexe, c'est super. De quoi tu te plains? Ah oui, mais quand même, moi j'aimerais dire que... Non, tais-toi, ça t'as pas le droit. Ah oui, mais alors je croyais que j'avais... Non, ça t'as pas le droit. Ah bah, pardon. Et c'est ça qui est dingue, tyrannie soft. On vous emmène vers une sorte d'ersatz de la liberté, avec en plus, à l'horizon, un projet de métavers absolument hideux, où vous vivrez une vie par procuration avec des lunettes 3D dans un univers encore plus débile que le nôtre. Donc là, c'est juste pas possible. Enfin, quand vous êtes un peu normalement câblé, que vous n'avez pas encore de puce au cerveau, ou que c'est pas votre projet de vie, vous vous dites, c'est pas la vie que je veux pour mes gosses, quoi. Justement, je me permets juste de rajouter un paramètre, je te rejoins 1000 fois, mais je crois qu'il y a un paramètre qui est moins important, mais qui est quand même à mentionner, c'est qu'il y a ces fourches codines de la censure, et quand un propos arrive à peu près à passer le bout de son nez, il y a en plus la fourche codine des individus qui ont intégré cette logique de censure et qui la réclament. On peut mettre ça sur le nom du courant woke, mais il y a encore d'autres personnes, d'autres courants hors courant woke, et c'est ce qui est encore plus terrible, c'est cette servitude volontaire 2.0, je trouve, qui vient finir le travail et qui est un peu le coup de maître dans l'aspect politique de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire intégrer cette idée-là aux gens, que c'était normal et qu'ils étaient libres, mais libres d'obéir. Et c'est redoutable. C'est ça. C'est redoutable parce qu'en fait, à partir du moment où vous éteignez la flamme de la liberté dans les populations, où vous arrivez à avoir des petits Savonaroles, des petits inquisiteurs qui trouvent là un certain plaisir finalement à censurer ce qui reste de liberté, alors là il y a plus de société, enfin il y a plus de société libérale au sens libéral de liberté. Et c'est ce qui effectivement est en train de pointer le bout de son nez, c'est-à-dire des gens qui par peur, par envie de sécurité, ce principe de dire il faut surtout pas froisser les communautés, donc on peut pas dire ça, on peut pas dire ça. Je sais pas si tu as vu la dernière connerie, c'était AP, Associated Press, qui est l'agence de presse américaine, qui avait sorti un guide de ce qu'il fallait dire pour pas froisser les communautés. Donc il faut pas dire les handicapés, il faut dire certaines personnes atteintes de déficit corporel ou je sais pas quoi, et il faut pas dire les Français.
parce que dans leur exemple, et donc l'ambassade de France a eu un tweet assez marrant en expliquant, nous on est donc l'ambassade des gens qui souffrent momentanément d'une francité. Tu vois, ils en sont là, quoi. Donc même eux, il y a un moment aussi où je pense que ça ne peut pas tenir parce que le corset va être tel que c'est comme la société puritaine, ça explose derrière, ça fait un besoin de liberté. Mais aujourd'hui, c'est déjà tellement rare, c'est déjà tellement limité en réalité. Notre liberté est vraiment conditionnelle. On peut dire ce qu'on veut, mais on est très encadré, y compris dans les choix qu'on pense avoir. Ne serait-ce que le choix politique, par exemple. Mais tout est sous contrôle. Effectivement, c'est là où l'idée d'une société harmonieuse avec une gestion globale des problèmes, le monde rêvé de Davos, effectivement, avance à bas bruit avec l'aide des cabinets de conseil qui déroulent, hein. Et là, le nouveau tapis rouge, évidemment, c'est le carbone. Alors là, on va tout faire pour contrôler les gens d'une façon ou d'une autre parce qu'il faut sauver la planète en mangeant des insectes d'un côté, en prenant plus l'avion, en roulant en voiture électrique, hein, pour ceux qui peuvent s'en acheter une. Pour les autres, démerdez-vous. Si vous pouvez vous ranger les ongles de pied, ça suffira. Merci. Mais voilà, c'est la feuille de route, elle est là, hein. Ils ont parlé que de ça à Davos, alors que le problème, c'est pas ça. C'est la fin. C'est qu'avec les milliards de thunes qui servent à rien sur la planète, on est incapable d'assurer la paix dans le monde, qu'on a encore des gens qui se foutent sur la gueule, y compris en Europe, qu'on a encore des gens qui sont incapables de se loger, qu'on a des gamins qui travaillent dans les mines, qu'on a des esclaves encore aujourd'hui sur cette planète. Mais non, la priorité du monde rêvé de Davos, c'est vacciner tout le monde et faire en sorte qu'on consomme pas trop de carbone. Ça va, quoi. Et c'est là, j'aimerais quand même souligner un petit aparté, chers spectateurs, c'est là qu'on voit les vrais professionnels, je prends des notes, la transition est offerte, la transition est toute trouvée. Tu parles de conflit en Europe et c'était la deuxième grande partie de cette vidéo vers laquelle je voulais t'amener pour discuter avec toi. Et effectivement, là encore, je ne peux qu'abonder dans ton sens sur ces deux dynamiques qui se dessinent d'un parlons de pouvoir globalisant. Alors, l'Express aura vite fait de dire qu'on est complotiste et compagnie, mais qu'importe. On va utiliser ces mots-là, de pouvoir mondial, qui a une lecture du monde qui est effectivement ce que tu décris là, à grand renfort d'écologie, à grand renfort de technologie, pour d'excellentes choses, qu'on se met d'accord. Je pense qu'on se rejoindra sur le fait que tout n'est pas acheté à la poubelle. Alors, poubelle jaune, poubelle verte, c'est encore un autre débat. Mais il y a deux lectures du monde qui s'opposent et qui, en plus, se dessinent sur un fond de conflit aujourd'hui européen. Alors, pour donner raison à Omar Sy, ça n'est pas parce que c'est en Europe que c'est grave, hein. Heureusement qu'il nous l'a rappelé. Mais il y a quand même aujourd'hui ce conflit qui ne cesse de changer de visage. On ne sait pas trop. C'est pour ça que je voulais avoir ton avis là-dessus, ton éclairage sur un conflit qui arrive sur sa première année. Où en est-on aujourd'hui, d'après toi, sur ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, avec les autorisés ukrainiennes, les forces d'armée ukrainiennes qui réclament toujours plus d'armes? Les positions ne semblent plus vraiment bouger en ce moment. À ton avis, a-t-on changé de phase dans ce conflit-là? Oui, il y a plusieurs phases. Le problème de ce conflit, c'est que très peu de spécialistes en parlent et beaucoup de gens en parlent. Et d'ailleurs, c'est assez marrant puisque Tolstoï, qui est vice-président de la Douma, a été invité à parler par BFM. C'est une vidéo qui a fait plusieurs millions de vues chez BFM. C'est du jamais vu, hein. Donc, il y a un besoin de la parole autre, de la parole russe notamment, pour avoir un débat équilibré. Mais en France, non. On a censuré RT, on a censuré Sputnik. Enfin, c'est grâce au Conseil européen et à la Commission européenne qu'on a censuré l'autre son de cloche pour essayer de comprendre ce conflit. Parce qu'en réalité, il y a les accords de Minsk. Tout le monde en parle, mais encore une fois, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et pourtant, François Hollande avait fait un travail assez puissant pour essayer justement d'éviter la guerre en Ukraine, puisqu'il y avait déjà 14 000 morts, que c'était un problème territorial, on le voyait, de frontières. Sauf que derrière, vous aviez le Maïdan et l'envie des Américains de provoquer à nouveau une révolution démocratique, enfin un basculement de régime. Et là, la fenêtre de tir était énorme, puisque partant d'Afghanistan, en laissant aux talibans tous les cadeaux possibles et imaginables, hein, toutes les armes, tout est laissé sur place par les Américains pour que les talibans puissent faire ce qu'ils veulent avec. Donc merci, formidable, tout ça pour ça. Mais encore une fois, c'est Julian Assange qui est en prison, qui en parle très bien. Aucun peuple veut la guerre, et quand les Américains font la guerre, c'est pas pour la gagner, c'est pour faire de l'argent. Et là, en l'occurrence, sauver le dollar, vendre de l'énergie américaine, faire en sorte de déstabiliser la Russie, au point peut-être de faire éclater ce qui reste de l'Empire russe, la Russie. Et mettre aussi dans la tête des Européens que la Russie est un ennemi historique
et que l'Europe ne peut se faire que dans une guerre contre la Russie, ce qui est une énorme erreur en réalité, puisque les Allemands l'avaient compris d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu les accords avec Angela Merkel de Nord Stream 2 pour avoir du gaz russe bon marché, pour assurer à l'industrie allemande une énergie bon marché et donc être compétitive et donc être dangereuse pour l'industrie américaine. Donc tout est fait en fait pour saper à la fois une concorde, pour faire en sorte que le russe soit systématiquement l'ennemi, autrefois communiste, soviétique, maintenant poutinien, le russe est l'ennemi, avec une xénophobie qui, moi, me débecte. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qui est russe doit être jeté à la poubelle. Que ce soit Tolstoï, que ce soit les grands penseurs, et y compris, enfin, quand je vois comment sont traités, mais il faut savoir qu'en Russie, tout le monde n'est pas poutinien, loin de là. Vous avez des jeunes Russes qui sont partis, qui se sont exilés pour pas être justement enrôlés, pour éviter cette guerre, parce qu'ils sont pas d'accord. Et on est loin d'une concorde. Mais non, c'est pas grave. Ce pays doit être traité comme l'empire du mal. Et de l'autre côté, on a l'empire du bien, l'empire américain, qui, à l'époque de la guerre en Irak, tuait de manière chirurgicale des milliers d'enfants, mais parce que c'était pour la démocratie, vous comprenez? C'est Madeleine Albright qui expliquait que, bah oui, si c'est le prix à payer, 500 000 gamins morts, bah c'est le prix à payer. Bah non, c'est dégueulasse. Mais eux sont jamais... Bizarrement, il n'y a pas de procès des Bush seniors, des Bush fils, des Clinton ou des Obama pour les guerres perpétuelles que font les États-Unis. Alors on peut critiquer tous les impérialismes, et moi je condamne finalement cette opération russe en Ukraine, parce que oui, ils sont montrés du doigt évidemment, et que la guerre, jamais la guerre. Et donc là, on a les Russes qui envahissent l'Ukraine, et d'un seul coup, l'Ukraine devient l'emblème de la liberté, l'emblème même de la liberté européenne, alors que loin d'être européens, ils sont bien sûr entre les deux rives. Et ils sont là. Aujourd'hui, les Ukrainiens se battent pour leur souveraineté. On peut pas leur en vouloir de faire ça. Et heureusement qu'ils se défendent, mais avec des piètres moyens. C'est-à-dire que l'OTAN leur donne plein d'armes, mais c'est quoi les effectifs de l'armée ukrainienne face aux effectifs de l'armée russe? Ça tient pas. Si l'Ukraine veut gagner, ça veut dire que c'est une guerre otanienne, avec des effectifs qui viendront d'autres pays que l'Ukraine. Et ça, c'est une guerre mondiale. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui veulent la guerre mondiale. On l'a vu quand il y a eu un débris de missiles antimissiles qui est tombé en Pologne. D'un côté, Zelensky, président ukrainien, voulait l'escalade. De l'autre côté, Joe Biden a dit non, on va voir ce que c'est, d'où ça tombe. Non, c'est bon, ça joue. Il n'y a pas de carton, ça joue. Mais cette guerre continue de faire des morts. Avec l'arrivée des blindés, ça va faire encore plus de morts pour au final, dans quelques mois, j'espère, se mettre autour d'une table pour négocier les frontières. C'est ça qui va se passer. La question, c'est quand? Et à combien de morts? Et à combien d'estropiés, à combien d'orphelins, à combien de misère et de violence et encore de souffrance. Et ça, personne ne se pose cette question. Vous avez tous les va-t-en-guerre habituels, hein, les BHL, les Maluret, les Ménard, hein, qui se relaient en plateau pour expliquer que toute l'énergie doit être donnée pour que cette guerre, pour que l'Ukraine soit victorieuse, absolument, sans quoi la Russie ira jusqu'à Varsovie. N'importe quoi. Mais là encore, si vous dites ça, vous êtes pro-Poutine. Non, je dis juste que moi, je suis pour la paix. Arnaud Klarsfeld, qui est un des rares à avoir une voix visible, entendable sur la paix, s'en prend plein la gueule pour défendre un processus de paix. Aujourd'hui, on a des leaders européens, emmenés par une commission et un conseil européen aux ordres de l'OTAN, qui est prêt à faire une guerre mondiale, quasiment. C'est flippant. Avec une question qui reste en suspens, qui a saboté Nord Stream? Tout le monde le sait, mais personne ne peut le dire. Donc c'est d'une hypocrisie sans nom, c'est dégueulasse, ça ne sert pas les intérêts européens, ni les intérêts ukrainiens, puisqu'au final c'est une génération qui va être sacrifiée, de gamins qui vont cramer dans des tanks, qui vont repartir avec une jambe en moins, un bras en moins, etc. C'est la guerre, quoi. Et au final, il y aura une négociation, puisque ça finit toujours comme ça. La question, c'est pourquoi on peut pas, aujourd'hui, revenir sur ce qu'a été l'arnaque des accords de Minsk, qui n'ont pas été respectés. Pourquoi Poutine a fait ça? Poutine aussi, je veux dire, il a l'âge qu'il a. Après, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que sera la suite en Russie? On peut pas faire de la Russie un ennemi éternel. On peut pas faire ça. Sachant qu'en plus, la France et la Russie avaient quand même des intérêts et des contacts plus que poussés par le passé. Donc la stratégie américaine est devenue la stratégie otanienne, est devenue la stratégie européenne, c'est-à-dire faire de la Russie l'ennemi éternel. Ben, moi, je suis pas d'accord avec ça.
Et ça fait pas de moi un pro-Poutine, et ça fait pas de moi quelqu'un qui veut la défaite de l'Ukraine. Je veux juste que cette guerre s'arrête, que l'Ukraine retrouve des frontières qui soient acceptables, et que derrière on arrête de tuer des gens pour ça, quoi. C'est fou de constater l'aveuglement historique dont beaucoup d'éditorialistes et de commentateurs font preuve aujourd'hui, car l'idée même de création de l'OTAN était de s'opposer au bloc soviétique. Donc, oui, de toute façon, ça reste le plan. Ça reste le plan. Il faut absolument démembrer la Russie, qui est un pays beaucoup trop gros. Mais alors, ce qui peut rassurer par rapport à cette guerre européenne, enfin, si ça peut rassurer, en réalité non, c'est davantage flippant, c'est que le vrai risque, en fait, c'est l'explosion à Taïwan. C'est une guerre Amérique-Chine qui est dans les cartons. Là aussi, aujourd'hui, on voit très bien que l'intérêt des Américains, le conflit ukrainien est un conflit secondaire. Ils donnent de l'argent, ils donnent des armes, mais ils ne s'impliquent pas au-delà. Il y a quand même une certaine ligne rouge. Mais pour ce qui est de l'Asie-Pacifique, on l'a vu avec le scandale des sous-marins français, les Américains investissent massivement dans la zone, parce qu'ils savent que c'est là, leurs intérêts futurs sont là. Et les États-Unis, c'est une nation dont le but est d'être toujours numéro 1 dans le monde, quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix. C'est une doctrine qui n'a pas changé depuis la guerre froide. Donc ils sont prêts à embraser la planète pour rester numéro 1, pour sauver le dollar, pour sauver l'industrie, pour exporter leur gaz de schiste, pour s'assurer la domination mondiale. C'est une logique impérialiste. Je comprends pas qu'on... Alors, on a une marge d'empire, la France, évidemment. Maintenant, on est devenu une petite marge de l'empire américain, donc on a intérêt à travailler avec Rome, qui est Washington. Mais est-ce qu'on a intérêt quand l'empire est en train de s'écrouler ? Ou du moins l'Empire a du mal. L'Empire bat de l'aile et que sa dernière ressource, ce sera la guerre absolue pour survivre. Je crois pas. Donc il faut éviter ces guerres d'empire. Et la voie européenne, elle est très faible. Géopolitiquement, l'Europe, c'est un nain. Il n'y a pas de politique extérieure européenne. C'est une blague, une vaste blague. Et donc les pays qui ont l'arme nucléaire, comme la France, la Grande-Bretagne, devraient avoir un non-alignement pour calmer justement les ardeurs des co-belligérants. Mais non, au contraire, on est en train de rentrer dans une sorte de spirale volontaire. Alors, il faut savoir que quand il y a une faillite mondiale qui arrive, toujours le Great Reset, c'est pas la numérisation ou quoi que ce soit, non, c'est la guerre. Systématiquement, c'est le moyen le plus facile de cacher la faillite. Donc, pourquoi changer, Alors, parce que peut-être on est devenu plus intelligent, parce qu'on n'a pas envie d'envoyer des générations à la mort certaine, en plus sous un feu nucléaire maintenant. Peut-être, je peux espérer ça. Mais globalement, on voit que les gens au pouvoir gardent les mêmes réflexes, sont des impérialistes crasses et n'ont pas de volonté de paix ni de négociation aujourd'hui dans leur besace. Loin de là. Et ça, c'est flippant. Et nous, on est dépossédés. Parce qu'encore une fois, quand Emmanuel Macron emmène la France dans ce projet otanien, il n'y a pas de vote au Parlement. Il n'y a pas encore une fois, de consultation démocratique du peuple français sur voulez-vous fournir des chars à l'Ukraine ? Êtes-vous prêt à défendre les frontières européennes si elles sont ukrainiennes ? Puisqu'il y a une procédure maintenant pour que l'Ukraine rentre en Europe et rejoigne l'OTAN peut-être, à terme. Tout ça, sans question aucune au peuple français. Voilà, moi, ça me pose un vrai, grave problème parce que j'ai aucunement l'intention de me battre pour des gens qui se connaissent, qui boivent le thé entre eux et qui, comme le disait Paul Valéry, nous enverraient à la mort pour leurs intérêts d'argent qui seront toujours préservés. Sur ce que tu disais par rapport à la Chine, je me demande quand même si il n'y a pas un côté dernier chant du cygne avec le fait que les Américains réussissent à inféodaliser l'Europe de manière assez définitive et formelle comme on le voit aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que sur la question des chars lourds, tout le monde faisait un petit peu la danse du ventre en Europe en disant « Oui, mais on va voir, les léopards, les machins, on va voir ». Les Américains disent « Ok, nous on en envoie 31, les Abrams 2 ». Tout de suite derrière, la France dit « Bah oui, bien sûr, nous on y va avec grand plaisir ». Il y a eu une sorte de tapis qui s'est déroulé tout d'un coup à partir du faveur des Américains. Les Français, on n'y va pas. On envoie des vieux chars complètement il faudrait déjà qu'on les ait, quoi. Et... Ouais, mais on a du mal. Non, c'est les Anglais qui suivent vraiment, les Polonais. Et aujourd'hui, les Allemands essayent de temporiser. Ils savent très bien qu'il faut pas faire une guerre frontale avec la Russie. Donc c'est les derniers qui essayent de tenir un peu. Après, vous avez tous ces anciens pays du bloc soviétique qui voient d'un très mauvais œil cette Russie belliqueuse, qui ont le passé aussi de l'occupation russe, de ce qui s'est passé à l'époque soviétique. Vladimir Poutine, enfin ces derniers mois, il y a beaucoup d'oligarques qui sont tombés par la fenêtre, qui se sont suicidés avec leur famille. Enfin, il y a quand même
certaine perte d'oligarques, il y a une critique de ces Russes très riches qui se sont trop occidentalisés. Il y a aussi la volonté de sortir de la matrice, de dire mais on ne veut pas des agences américaines sur le sol russe, on ne veut pas que Facebook régisse la vie des Russes, on veut surtout pas de ces GAFAM chez nous. Donc il y a une volonté aussi de mettre un rideau de fer de ce côté-là, avec l'assurance d'avoir les non-alignés. L'Inde, la Chine, l'Iran et l'Afrique aussi, qui est maintenant le nouveau terrain d'influence des nations. France, Russie, Chine, en premier rang. Et donc on voit bien que c'est le monde multipolaire, ce que ne veut pas Davos. Davos veut un monde unipolaire, un monde en fait où tout le monde est d'accord avec les Américains, en gros. Donc, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord avec les Américains. Et ça, il faudrait qu'ils se le mettent une bonne fois dans la tête, en disant mais laissez, il y a de la place peut-être pour tout le monde. On n'est pas obligé de faire tout le temps la guerre. Bah si. Et après ça, une fois qu'on aura peut-être réussi à arrêter de se faire la guerre sur Terre, il y aura la guerre des étoiles. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui sera le premier sur Mars? Est-ce qu'on va coloniser? Quelle est la loi spatiale aujourd'hui? Il y a un flou énorme aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on peut faire ou non dans l'espace. Donc c'est que le début en fait. Et ce qui est terrible, c'est de voir que l'ONU est là. Alors ça permet de, là encore, calmer les ardeurs, d'avoir un lieu de discussion. Mais on est loin derrière la volonté belliqueuse des nations et des empires en l'occurrence, puisque les nations n'ont pas les moyens de faire ce genre de guerre. C'est des guerres territoriales. Là, on parle de guerre à visée mondiale parce que on a des visées impériales et c'est terrible. Et nous, on est coincés là au milieu. Bah voilà, il nous reste quoi un peu de cognac et du camembert éventuellement en attendant la fin, quoi. Mais c'est compliqué. Effectivement, les contours sont tracés de la situation actuelle. Espérons que, voilà, comme tu le disais, là une fois de plus, hein, je te rejoins, que pourvu que tout ça prenne très vite la direction de la table des négociations. Espérons, voilà, ça se fasse rapidement, même si tu le rappelais également, voilà, d'entendre un Arnaud Klarsfeld dont on peut quand même difficilement mettre la légitimité en doute, qui devrait bientôt, à ce rythme-là, rejoindre le rang des complotistes d'extrême droite s'il continue à prôner la paix. C'est déjà fait, ouais. C'est assez terrible. En plus, sur fond de critique on va dire, de l'héritage néo-nazi qu'on peut retrouver aujourd'hui du côté de l'Ukraine, qui est un sujet extrêmement complexe, explosif, là encore, qui attire beaucoup de passion, alors qu'il faut d'abord regarder ce que l'histoire nous en dit. Le rôle, par exemple, d'un Stéphane Bandera. Et c'est difficile aujourd'hui quand on voit des éditorialistes dans les médias qui disent non, mais tout ça n'est qu'un fantasme d'extrême droite, enfin un fantasme de complotiste. Il suffit de lire, ça vous avez la mémoire d'Internet, les articles qui parlaient de l'Ukraine en 2015, en 2016 et qui parlaient du problème néo-nazi ukrainien. Vous les retrouvez dans Le Monde, dans Le Guardian, partout. Aujourd'hui, il n'est plus question d'évoquer ce problème. Ce problème n'existe plus. Et vous avez d'anciens néo-nazis, d'Azov ou autres, qui sont maintenant des héros de guerre, qui sont donc célébrés en tant que héros. Donc, on s'en fiche, en fait. On a mis ça de côté. Tout comme la corruption endémique, systémique des élites ukrainiennes. Là, ces dernières semaines, plus d'une dizaine de démissions autour de Zelensky pour des affaires de corruption, de détournement de cet argent, au sein d'ailleurs des opérations militaires, un entrefilet dans les médias. Mais c'est des milliards qui sont déversés chaque mois en Ukraine. Avec une élite corrompue, on vient de le voir, sachant que Zelensky a fait le ménage, certes, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la partie visible. Qu'est-ce que ça veut dire? Là encore, pas de question. Moi, je pense au peuple. Je pense à ceux qui sont là et qui disent « Je veux juste qu'on me laisse ma maison et qu'on balance pas, qu'on canarde pas parce que je veux juste être tranquille chez moi, quoi. » Et là, t'es pas tranquille, t'as pas le choix. T'es pris entre deux enclumes et voilà, c'est terrible. Et je trouve le traitement médiatique, encore une fois, extrêmement unidimensionnel, avec la volonté de ne pas prendre l'autre vision, d'essayer de complexifier en fait un problème extrêmement complexe et de dire non, c'est très simple, les Ukrainiens sont gentils, les Russes sont méchants, c'est tout. Plus compliqué. C'est un peu court, ouais. C'est un peu court, effectivement. Oui, je me rappelle notamment un reportage photo du Monde, c'était pendant la bataille de l'usine d'Azovstal, avec donc des membres du bataillon Azov qui étaient mobilisés là-bas, un des membres les plus emblématiques de l'héritage néo-nazi dans les forces armées ukrainiennes, et Le Monde qui avait titré « Les gueules cassées d'Azovstal ». Je me suis dit là, il faut quand même quel niveau de crapulerie et ou d'ignorance historique pour faire un comparatif. Je veux dire, enfin, j'ai trouvé ça assez sidérant. Ouais, c'est sidérant, mais comme l'envoi, enfin comme le fait de se dire on arrive là alors que cette guerre était évitable. Voilà. Si les accords avaient été respectés et pris au sérieux, s'il y avait eu des discussions et si l'Europe avait un point géopolitique réel. C'est ça qui est terrible. Espérons que la suite soit un peu plus réjouissante. En tout cas,
cher Alexis, on est ensemble depuis à peu près 1 heure. Déjà, un immense merci pour tout ce qu'on vient de se dire, toutes ces réflexions-là. Ce qu'on peut faire maintenant, ce qu'on peut dire, c'est te retrouver sur le monde moderne. Hein. Le rendez-vous, c'est tous les jours, tous les 2 jours, tu as une rythmique ou ça dépend? On essaye de faire tous les 2 jours à 9 heures ou presque la revue de presse, mais j'ai beaucoup de mal en ce moment parce que le début d'année est un peu chaotique. Il y a la pièce de théâtre, voilà, j'essaye de lancer d'autres projets aussi, et donc on essaye. Et si c'est pas le cas, il y a mon compte Twitter, il y a le compte Twitter du Monde Moderne, mais c'est YouTube, 9 heures, la revue de presse. Généralement, ça envoie du bois et on s'informe tout en rigolant. Et c'est une belle communauté qu'on a là, voilà. Donc c'est sympa de m'avoir invité d'en parler. Merci beaucoup, Rémi. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et puis pour l'instant, sans dévoiler trop de secrets, on risque de nous retrouver quelque part très bientôt. Voilà, c'est dans les tuyaux. Voilà. Pour l'instant, c'est attention. C'est quasiment Hollywood, pas de révélation, mais voilà, les choses, des choses arrivent. Et l'union fait la force. Je crois que c'est important pour justement les voix indépendantes, discordantes, de montrer que on n'est pas seul. C'est ça qui rassure aussi. C'est ça qui fait que on va se dire mais non, mais je suis pas fou en fait quand je vois bien que cette petite musique elle sonne faux. Je vois bien qu'ils jouent mal tous ces mauvais acteurs. Je vois bien que on me raconte des cracks. Et c'est bien voilà que les gens se rendent compte que voilà il y a une sorte de convergence. Alors c'est pas la convergence des luttes, mais quasiment c'est la convergence des points de vue, on va dire, ou du moins de dire un autre point de vue est possible. Et ne croyez pas que la censure peut s'installer aussi facilement. Non. Et puis la liberté d'expression, c'est un droit. Il faut l'utiliser, sans quoi c'est comme le droit de vote. À la fin, il va nous être sucré. Parce qu'il n'y aura plus que des devoirs. Ça, c'est ce que nous dit Macron. Je préfère une société des devoirs qu'une société des droits. Moi, je préfère une société des droits. Donc, voilà, prenons le droit, soyons féroces, ouvrons nos gueules. Et disons qu'on n'est pas d'accord. Et ça s'appelle le débat démocratique. C'est une chance phénoménale qu'on a. Donc, il faut l'utiliser. Bon, là, on peut pas mieux. On peut pas mieux comme conclusion. Un immense merci encore, cher Alexis. Merci, Rémi. Merci beaucoup. Et puis, chers spectateurs, voilà, j'espère que cet échange vous a plu. Vous le savez, il y en aura d'autres. C'est Ça discute avec sur Juste Milieu. Le rendez-vous est pris déjà pour la semaine prochaine. Je vous révélerai un suspense. En attendant, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, abonnez-vous au Monde Moderne, bien évidemment, sur YouTube. Et puis également, Juste Milieu. Je vous salue bien bas et à très très vite.